quelle élégance, hein, quel cinéma avec une élégance, une écriture vraiment magnifique. Hervé. Oui, oui, alors effectivement, on dit souvent que tu es le spécialiste voilà, des variations sur le couple. Tes films nous embarquent toujours dans des histoires qui peuvent peut-être faire miroir à ce que l'on vit, mais des fois on est juste observateur de ce qui peut arriver chez d'autres. Comment t'es venu le déclic sur ce nouveau scénario? Oh, ben, l'histoire d'un... Je ne sais pas si on m'entend. Oui, tiens. Oui, Tiens. L'histoire d'un scénario, c'est toujours un peu... On colle un peu des... On essaie de faire quelque chose qui nous intéresse, qui va nous intéresser un peu jusqu'au bout. Tout est parti un peu de l'histoire de Joanne, qui est interprétée par India Air. Et je trouvais cette situation intéressante d'une femme qui est confrontée face à quelqu'un qui lui dit qu'il l'aime, mais elle, si elle s'interroge, elle ne ressent pas autant, et donc du coup elle se sent malhonnête, et qui est dans ce conflit un peu intérieur entre l'engagement qu'elle a avec lui, et puis ce souci aussi d'honnêteté avec lui, et qui par une certaine forme de grand scrupule va tout lui dire, et qui par honnêteté se retrouve finalement dans une situation un peu tragique. C'était un peu ça, c'était un film presque un peu mélodramatique d'histoire, puis en même temps j'avais pas envie aussi de faire un film vraiment mélodramatique, et puis j'avais aussi dans mes notes cette idée que si Joanne en tout cas avait ce scrupule par rapport au fait d'être sincère et tout ça, une de ses meilleures amies, elle était, qui est interprétée par Camille Cotin, là je fais que raconter ce que vous avez vu, mais j'aimais bien qu'elle avait cette position. Pour elle, au contraire, l'amour, c'est vraiment l'enfer, quoi. C'est vraiment la chose qu'elle n'aime pas vivre, et que pour elle, donner le change, faire croire à son homme qui est aussi amoureux d'elle, c'est quelque chose qu'elle juge au contraire, relativement au contraire, bien, moral et tout ça. Et parce que pour elle, l'amour, c'est... Voilà. Donc, d'emblée, ça faisait deux personnes qui n'ont pas les mêmes scrupules au même endroit, et qui n'ont pas la même conception et de l'amour et du couple et de l'honnêteté. Et puis se greffer à ça le personnage interprété par Sarah Forestier, qui est une des trois meilleures amies, et qui évidemment a une liaison avec cet homme dont Camille Cotin pense qu'elle est très amoureuse d'elle, mais en fait il a une liaison très amoureuse avec sa meilleure amie, qui elle évidemment se retrouve, elle, presque davantage dans un conflit d'amitié, et vous avez vu comment quelque part elle le résout, ou ça se résout, voilà. J'avais envie de faire un film, on va dire plein d'histoires, un film très narratif, où il y a quelque part plein d'histoires, c'est ce que j'aime aussi dans les films choraux. Et j'avais envie d'un film qui soit à la fois triste et aussi tendre et drôle. Enfin, j'avais envie, j'aime beaucoup les films, alors c'est peut-être des souvenirs d'adolescence, de cinéma et tout ça, mais des films où on sourit et puis on est ému à la fois. Tu pensais aux comédies américaines, toi? Je pense à des comédies américaines, ouais, des choses comme ça. De Billy Wilder, de Léo Macaré, de Blake Edwards. Enfin, voilà, j'avais envie d'essayer de trouver quelque chose. Quand on fait un film, on essaye de retrouver des choses qu'on a aimées dans des films. Voilà. Et donc c'est la première fois dans un film qu'il y a un personnage qui meurt, mais à la fois c'est dur, à la fois c'est triste, à la fois, ben, comme les gens qui meurent autour de nous, ben, on continue à dialoguer avec eux, il revient, et puis ça m'intéressait que ce personnage, qui a un amour très possessif d'une certaine manière, très, très tendu, comme il le dit dans le dialogue, lorsqu'il meurt, ben, il termine son analyse, et là, il aime d'un amour véritable, détaché, détendu, bien que très, très soucieux. C'est très original d'avoir que le film soit commenté comme ça par un personnage spectral qui a disparu. Je trouve ce récit est assez envoûtant. Dans un de tes films, il y a un personnage comme ça qui est mort et tout. Oui, c'est un fantôme, voilà, comme ça. Mais c'est pour ça que je trouvais ça... voilà, même si
on l'a jamais dans un film, puisque c'est un fantôme. Mais oui, il y avait quelque chose que je trouvais assez, à la fois amusant, et à la fois assez attendrissant, et à la fois propre au cinéma. Ça veut dire que le cinéma peut filmer les fantômes. Bah oui. Mais ça correspond à une réalité psychologique, parce que les gens proches autour de soi qui ne sont plus là, le lien qu'on a avec eux demeure. Voilà. Sauf que le cinéma permet de le filmer, ce que nous, on permet de voir, mais ça correspond à une vraie réalité psychologique. En tout cas, ça donne des scènes qui sont très belles, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, par exemple, sur la chimie, quand même, à un moment donné, comment ça se construit au niveau scénaristique, tout ça? Parce que là, tu l'as coécrit, hein, oui, avec une scénariste. Voilà. Comment tu travailles? Parce que ton cinéma, c'est un cinéma très précis, où tu laisses très peu de place à la pro, non? Enfin, Alors, il y a deux choses. Sur le scénario, c'est long. C'est qu'on a des idées, on les assemble, on relit, on retouche, on travaille à tâtons. C'est très intuitif. On pense qu'on sait tout à l'avance quand on fait un film. Au contraire, on avance. Tout est écriture. Et après, pareil, quand on choisit les comédiens, quand on choisit les décors. Après, dans ma façon de mettre en scène, oui, c'est assez. Ça peut sembler très précis parce que c'est des plans, où tous les comédiens ont beaucoup de choses à faire, beaucoup d'indications, mais en même temps, il y a toujours quelque chose au cinéma, ce qu'il n'y a pas justement. Peut-être avec l'animation ou l'intelligence artificielle, c'est que même si on fait un plan très court, on demande à un comédien, une comédienne de dire je t'aime en tournant la tête et en regardant dans une direction, il n'y aura jamais deux prises qui sont pareilles. Donc, quelque part, parfois, plus on donne d'indications, plus on presse quelque chose qui est quelque chose qu'on ne maîtrise pas totalement. Et je pense que, inconsciemment, c'est ce qu'on aime au cinéma avec les acteurs. C'est sentir cette chose qui aussi échappe. Le film fonctionne beaucoup grâce au casting, qui est extraordinaire. Et ce trio de femmes, interprété par India Air, Camille Cotin, Sarah Forestier. Quand tu as écrit avec ta co-scénariste le film, tu as pensé à ces trois comédiennes? Non, je ne pense pas aux comédiennes parce qu'on a toujours peur que ça ne les intéresse pas ou qu'elles ne soient pas libres dans les dates. Donc je préfère pas, je me préserve d'une certaine forme de déception si jamais. Donc avec le temps, j'essaie de ne pas trop y penser, parfois il nous vient des idées. Mais là, non, j'étais très loin d'imaginer que ce soit ces trois comédiennes. Camille Cotin, avec la directrice de casting avec qui je travaille depuis longtemps, c'est elle qui a fait le casting de 10%. Donc, ça fait un certain temps, on se dit que ça serait bien de travailler avec Camille Cotin. Et puis là, donc, de suite, on a commencé, ça a été Camille Cotin en premier, voilà, dans ce rôle. Ça semblait assez évident par rapport au personnage, par rapport à ce côté un peu, voilà, à la fois décontracté, et en même temps très carré, et en même temps qui s'émeut, qui est perdu. Enfin voilà, je trouve qu'elle avait un peu toutes les couleurs qu'il fallait. Et ça a été un peu plus long et compliqué pour trouver le personnage de Joanne. Alors, India Air, c'était quelqu'un que je voulais rencontrer parce que c'est une actrice assez étonnante qu'on voit souvent en second rôle aussi. Et parfois, quand on fait un casting, on se dit bah, tiens, c'est l'occasion de rencontrer une comédienne. Ça ne va pas le faire, mais au moins on se rencontre sur un texte. Et là, ça a été un choc parce que je ne m'attendais absolument pas que ça marche avec India Air. Ça fonctionne à fond. Et je ne savais pas qu'elle avait cette intériorité, cette profondeur. Et voilà, donc et il y avait quelque chose de très excitant, du coup, aussi à vous montrer, à montrer au public une comédienne qu'on voit plus ou moins, parce qu'elle fait, et de la montrer, mais déjà sous un nouveau jour, quoi, voilà. Et Sarah Forestier, parce qu'on cherchait, il faut composer trois amis. Donc je ne sais pas s'il y en a qui sont venus entre amis, mais souvent quand il y a trois amis, c'est souvent des gens de personnalités très différentes. Et j'aimais bien que Sarah Forestier, elle est vraiment un caractère. Enfin, Sarah Forestier, le personnage, elle est du caractère. Qu'elle est. Alors, par rapport aux autres, elle est un peu, voilà, elle est un peu loser, elle est un peu un truc. Elle est. Et
ça faisait 5-6 ans qu'on l'avait plus vu sur les écrans. Et avec mon producteur, on s'est dit, tiens, si on lui demandait, on était allé voir son agent, puis on va voir ça. Puis finalement, elle n'était pas contre une rencontre, mais elle ne vit plus à Paris, elle vit à la campagne, ça ne l'intéresse plus de tourner. Mais elle a dit oui, pourquoi pas. Et donc on a fait une lecture, et ça lui a plu. Elle a dit que ça lui a plu parce qu'il y avait des fraises pendant la lecture. Elle a amené des fraises, que c'est mis attention et tout ça, voilà. Et donc voilà, c'est une actrice absolument, voilà, décapante, qui a une énergie. C'est une réalisatrice aussi, parce que c'est une réalisatrice qui d'ailleurs maintenant se consacre davantage à l'écriture, à la réalisation, qu'au fait de jouer, parce qu'elle a dit qu'elle arrêtait de jouer. Il y a quelque chose qui est très important dans ton cinéma, à mon goût en tout cas, c'est la musique, c'est l'utilisation de la musique, parce qu'il y a quelque chose qui est tout le temps, on a l'impression que, je sais pas comment, j'aimerais que tu nous expliques comment tu travailles ça, parce qu'il y a quelque chose de très millimétré à chaque fois, où il y a tu travailles en musique, il y a quelque chose, quand tu écoutes un morceau de musique, parce qu'on sent que rien n'est jamais plaqué, quand tu utilises un morceau de musique classique, il y a quelque chose qui fonctionne, ou que ce soit la musique originale qui a été composée d'ailleurs par Benjamin Ezrafo. Il y a deux sources musicales. La musique, grosso modo, j'en suis pas le seul artisan, parce que je travaille beaucoup ça avec mon monteur, je ne la décide pas à l'avance. En fait, il y a quelque chose, on passe beaucoup de temps avec mon monteur, au moins la moitié du temps, à essayer des musiques, et parce que la musique, ça dépend un peu des comédiens et du rythme de la scène. C'est un mariage, c'est comme une rencontre entre la musique et la scène et le jeu des comédiens. Donc nous, on se dit que la musique, c'est un peu comme une voix off d'un personnage qui raconte des choses, mais la musique nous donne des sortes d'informations purement sentimentales, avec plein de nuances. Et puis la musique, c'est du plaisir. Mais sur ce travail, je ne veux pas donner beaucoup de choses que nous, on y est porté vraiment intuitivement, et puis je pense qu'on a du plaisir à ça. Et qu'on se dit que si on a du plaisir avec cette musique, avec cette scène et tout ça, peut-être que les spectateurs l'auront. Et ça, tu le fais au montage. Et ça, c'est au montage. Et avec Benjamin Ezrafo, qui est un compositeur, ben oui, on a parlé de musique qu'on aimait, tout ça, et voilà, on a été très heureux de cette collaboration. Ce qui me frappe dans les personnages et les histoires que vous racontez, c'est ce côté extrêmement humain et humoristique et adorable. Même les personnes qui parlent d'elles-mêmes en disant « je vais faire ça, je suis comme ça » et qui agissent de façon contraire. C'est tellement humain, c'est drôle et c'est touchant. Voilà. C'est une constante dans votre cinéma. Merci pour cette remarque. Oui, en tout cas, juste avant qu'il y ait une nouvelle qui prenne la parole, j'aime les films dans lesquels aussi on a de la sympathie ou de l'empathie pour les personnages, qu'on les comprend. Il n'y a aucun des personnages qui est parfait. S'il y avait un champion de la morale, il pourrait toujours dire bah, celui-là, enfin, et peut-être moi c'est ça qui aussi me plaît en tant que spectateur dans certains films au cinéma, c'est pouvoir traverser nos contradictions sans se sentir jugé. Et je pense que voilà, on est sans cesse quelque part tiraillé, et souvent je m'aperçois que mes personnages sont tiraillés par deux désirs un peu parfois contradictoires, du moins je les prends dans ces moments-là. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui veulent bien faire, et bien faire, ça veut dire respecter ses engagements, faire le mieux pour les autres, et en même temps, c'est des personnages qui veulent être honnêtes avec ce qu'ils ressentent, avec leurs désirs, et ça, c'est pas toujours conciliable. On ne peut pas être honnête avec ce qu'on ressent et avec ses désirs, et respecter tous ses engagements. Et donc c'est quelque part un endroit qui m'intéresse. Et je m'aperçois que je ne suis pas le seul. Je pense que beaucoup de cinéastes s'y intéressent. Je pense même beaucoup de films de gangsters s'intéressent à ça. Les gangsters, c'est la même chose. Ils font partie d'un clan. Ils veulent être bien dans ce clan. Ils respectent les règles de ce clan. Et puis un jour, on leur demande d'abattre quelqu'un. Mais avec ce quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui il y a soit un désir, ou une sympathie, ou une amitié, ou quelque chose. Et ils ne savent plus quoi faire. Voilà.
Dans mes personnages, c'est un peu pareil. Et peut-être nous tous, c'est un peu pareil assez souvent. Ma question était que j'ai l'impression que les trois personnages, donc les trois amis, partent d'une vision différente de l'amour, mais convergent vers plus ou moins la même forme à la fin. Est-ce que c'était une volonté dès le départ, ou c'est au fur et à mesure de l'écriture que ça en est venu à ça? Ou alors est-ce que je me fourre complètement? Non, parce que quand on fait un film, moi ce qui m'intéresse c'est de développer quelque part des situations. Tout à l'heure je dis oui, elles ont des conceptions de l'amour différentes, des idées, mais qui pour chacune sont renversées d'une certaine manière. Et je ne sais pas quelque part si ça converge. Un film est fait, quand on fait un film, on essaye de faire un film pour que chacun puisse faire son film. On essaye à la fois que ça tienne, que ça soit assez rigoureux, qu'il y ait une certaine forme de logique dans les conséquences des choses, ou une logique un peu psychologique, mais en même temps, il y a des zones de creux où chacun vient s'investir avec sa propre histoire dans le film. Mais je ne sais pas si leurs conceptions convergent, parce que, d'ailleurs, on le voit à la toute fin, Joanne, Indiaer, demeure, elle a pris une décision, elle veut faire quelque chose, et puis on lui propose une part de gâteau, et voilà, donc voilà, l'idée peut-être avec faire un film avec plusieurs, on va dire, personnages, c'est de se dire que voilà, c'est des choses, c'est comme une sorte de roue, et puis qu'il y aura un après. Combien de temps va durer l'histoire de Sarah Forestier? Je souhaite le plus longtemps possible, mais on ne le sait pas, quoi. Voilà, donc le film s'arrête à un moment donné, mais on peut imaginer que les choses continuent. Oui. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Et je trouve que le trio féminin fonctionne extrêmement bien. Sarah Forestier apporte cette note de folie et c'est un équilibre tout à fait intéressant. Mais je me suis demandé, alors que dans vos premiers films, vous jouiez souvent le jeu d'un acteur, en plus de l'autre côté de la caméra. Et là, je me suis demandé... Alors, oui, aussi, je voulais dire que j'ai plus de facilité à le dire parce que je suis tout seul ce soir. Je pense qu'on est nombreux dans la salle, ça peut identifier un certain nombre de personnages. Donc, je peux le dire ce soir. Mais je me demandais, pour quelle raison est-ce que vous avez choisi de faire appel à Vincent Macaigne pour jouer ce rôle de Spectre et pas à vous, et donc de ne pas être de l'autre côté de la caméra? Oh, moi, ça fait longtemps que je ne suis plus de l'autre côté de la caméra, puisque mon dernier film, c'était dans Caprice. Et c'est mon producteur qui me disait, vas-y, joue. Voilà. Et comme j'ai fait un film dans lequel je ne pouvais pas jouer parce que c'était pas du tout qui s'appelle Mademoiselle de Jonquière et qui avait très bien marché, mon producteur m'a dit bon c'est bon maintenant arrête de jouer. Et ça m'arrangeait très bien. Et puis il y a eu cette rencontre avec Vincent Macaigne que je trouve vraiment un acteur que j'aime beaucoup. On s'aime beaucoup tous les deux. Et avec Vincent Macaigne, il y a absolument, j'ai pas besoin d'expliquer le personnage, j'ai pas besoin de dire les choses. Enfin, c'est voilà. Et j'aime ce qu'il propose. C'est plein d'idées, c'est très investi. Donc j'ai absolument voilà. Je pourrais pas proposer mieux que ce que fait Vincent. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Oui, alors, merci pour ce film qui est touchant perpétuellement et sans jamais qu'il y ait de perte de contact, enfin, qui est toujours très près du spectateur. Je trouve que c'est un film très amer et très... vous parliez du mort et du fantôme, mais au fond, c'est qu'une histoire de mort. Tous ces amours meurent. Et la mort d'un amour, c'est une expérience par quoi on peut comprendre un peu ce que c'est que la mort. Et on a l'impression que c'est presque, pas une leçon de vanité, mais ça pourrait presque l'être. Et vous parliez de Scola, que je trouve très très noir aussi, tout à l'heure. Et voilà, et je pensais plutôt qu'aux comédies américaines, à La Ronde de Max Ophüls. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un film. J'ai une autre question que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup
beaucoup Max Ophüls, c'est un cinéaste qui fait partie de mon panthéon. Après, quand tu as donné un truc, est-ce que c'est amer, pas amer, l'idée pour moi justement est de faire une ronde, c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'idée du projet, c'est que le film soit habité de moments, on va dire, peut-être plus graves et de moments légers, et de donner peut-être une sorte de mouvement tout au long du film. Le propre même d'un gag, d'un personnage qui glisse sur le pot de banane et tout ça, qui tombe, il y a toujours deux façons d'interpréter. À la fois c'est drôle, et à la fois il est tombé, il s'est fait mal. Et tout est comme ça. Et c'est la mort qui nous donne le goût de la vie et de la joie. Donc voilà, mais moi je ne serais pas capable de le qualifier. Ce que j'essaye de faire en tant que cinéaste, c'est de donner peut-être ces deux goûts, ces deux choses. Et après, un film, une histoire, un conte, même un conte pour enfants et tout ça, c'est toujours basé sur quelque chose de cruel. Sinon, il n'y a pas d'histoire. Voilà, il y a la cruauté et le propre des histoires. Et après, c'est la tonalité. Et j'ai essayé de donner une tonalité au film qui ne soit pas, j'espère, qu'amère, qui est de plusieurs couleurs. Mais je ne saurais pas laquelle, et après, c'est peut-être à chacun de la décider. Voilà. J'avais une seconde question, vous avez abusé. Allez-y, allez-y. Donc il y a la Joanne qui est celle qui est la plus sincère et qui attend l'amour fou. Camille Cotin qui croit maîtriser l'amour. Et puis Sarah Forestier qui est prête à se jeter dans toutes les aventures parce qu'elle est persuadée qu'elle va y trouver l'amour fou. Et elles sont toutes trois liées par des liens que souvent elles ignorent elles-mêmes, mais que le spectateur connaît. Et pourquoi dites-vous, ou pourquoi plutôt Laurent Macken dit-il en voix off au début du film que la plus importante c'est Joanne? Et alors effectivement, Mais parce qu'il aime. Effectivement. Parce qu'il Ah oui, aime, mais parce alors, que je c'est sa voudrais dire chérie. quelque chose, c'est pas seulement lui qui l'aime, c'est la caméra qui aime Joanne. Je ne dis pas que c'est vous, mais c'est la caméra. Je veux dire que le film suit Joanne comme si elle avait un mystère que les deux autres n'avaient pas. Alors, qu'en pensez-vous? Oui, vous avez raison, vous avez raison. Vous avez raison, et comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, Joanne est un peu le fil de l'histoire, et les autres sont greffés sur ce fil. Vous avez absolument raison. Et c'est son personnage, il dit que c'est le personnage principal, parce que c'est le personnage principal de son cœur. Mais donc, oui, dans ces trois amis, il y en a peut-être une sur laquelle, parce que c'est lui qui raconte l'histoire, ben, on s'attarde un peu plus. Oui. Bonsoir. Merci beaucoup. Monsieur Mouret, je suis ravie de vous rencontrer ce soir. J'ai beaucoup vu aussi vos films et moi je vous ai découvert par rapport à Mademoiselle de Jonquière. Là je voulais faire une remarque, tout à l'heure on a parlé de la musique et moi je voulais parler de la photographie du film parce qu'on a parfois des obscurs, parfois on a à nouveau des plans avec la lumière. Je voulais savoir pourquoi vous avez choisi Lyon et s'il y avait une raison particulière pour ce film. La raison, c'était au départ que moi j'ai commencé à faire des films à Marseille, ensuite j'ai pas mal tourné à Paris, un petit peu en province, mais je voulais une ville pour ce film, et je connaissais très, très mal Lyon, mais je savais que c'était une grosse ville. Et je suis allé un peu, pendant 2 semaines, un peu pour voir la ville, si on pouvait tourner là-bas, et j'ai été assez séduit. Par, on va dire, la diversité des décors, et peut-être parce que c'est des façons aussi peut-être de la découvrir. Donc j'ai filmé Lyon aussi un peu comme un touriste. Mais j'ai pas trop d'autres arguments à ça. C'est qu'il n'y a pas beaucoup aussi en France de très grosses villes. Et j'étais parti sur une grosse ville par rapport peut-être, et aussi parce que je ne connais pas Rouen. Voilà. D'ailleurs, je tiens à m'excuser, voilà. Parce que j'ai promis que j'allais passer du temps à Rouen et que voilà, on m'a quasiment convaincu qu'il fallait que je tourne à Rouen. Et c'est étrange parce que c'est une ville qui, je trouve, qui est Rouen, en tout cas, qui est une ville qui pourrait s'adapter à ton écriture. Mais je dis ça, je ne sais pas. C'est d'accord, ça sera Rouen.
C'est bon, c'est signé, vous êtes témoin. Et tu sais, on va reprendre, là, ça me fait plaisir, vous parliez d'Ophuls, monsieur, là, tout à l'heure, parce que on va reprendre, là, il y a une réédition, là, qu'on va faire dans 2 semaines, là, avec 3 films d'Ophuls, enfin, qu'on aime énormément, qui font penser aussi à ton travail aussi, enfin, c'est Madame 2, Le Plaisir et Sans lendemain. Vous parliez de tout ça, et c'est des films avec Daniel Darieux, qui sont des très grands films, je pense que tu les as certainement vus. C'est peut-être prématuré, mais avez-vous un projet de film? Alors, oui, on sait que ça se passera à Rouen, mis à part le décor. Oui, c'est un peu embêté en tout cas d'avoir des projets, parce que oui, j'ai un projet, mais qui, voilà, je ne veux pas vraiment en parler. La seule chose que je sais, c'est que ça se passe à Rouen. Voilà. Voilà. Non, mais je suis désolé, hein, je voudrais bien, mais je... Voilà. Oui, puis il y a aussi un truc, il y a quelque chose qui est très beau aussi, c'est l'utilisation de, si on parle un peu de technique, mais du cadrage. Tout à l'heure, il y a un spectateur qui parlait du cadre, et tu filmes toujours, tes films sont pratiquement toujours en scope, hein. Enfin, c'est-à-dire que ça prend toute la surface de l'image et tout ça, et c'est quelque chose, quand même, c'est un cinéma quand même de l'intime, il y a quelque chose... Il y a quelque chose que tu veux faire par rapport à ce format? Non, c'est quelque chose qui t'est... Ce qui est intéressant avec ce format, c'est qu'on peut avoir de près 2 personnages, déjà. C'est-à-dire qu'on peut mettre on peut faire 2 plans serrés. Voilà. Et puis c'est un format qui est intéressant aussi pour les déplacements, parce que je fais des plans séquences, c'est-à-dire des plans... beaucoup de films sont faits en champ contre champ, ça veut dire on a un plan sur l'un, on a un plan sur l'autre. Et je ne suis pas le seul, mais ce que je trouve excitant, en tout cas dans la mise en scène, c'est de donner à voir au spectateur l'envie de voir le personnage. Et au plan séquence, avec toutes les circulations, j'essaie de faire en sorte que les acteurs nous échappent, reviennent, repartent, pour qu'on ait envie de les voir. Voilà. Et donc, j'organise des sortes de, entre guillemets, chorégraphies, c'est-à-dire des déplacements, de la mise en scène dans l'espace, où les acteurs vont de près, de loin, disparaissent, réapparaissent. Et c'est vrai que le scope, presque tous les formats, mais voilà, c'est intéressant aussi pour ça. Voilà. Je ne sais pas si je réponds, je ne sais pas si ça... Moi, je voudrais revenir sur le casting, parce qu'on a parlé des comédiens, on a parlé de Vincent Macaigne. Il y a aussi Grégoire Loudig, qu'on découvre peut-être dans un registre, c'est le Palmacho, Grégoire Loudig, qu'on découvre là dans un rôle voilà, sentimental, plus sérieux, entre guillemets. Comment il est venu sur le tournage? Je crois que tu ne connaissais pas le Palma. Chez la directrice de casting avec qui je travaille, il y avait une photo de Grégoire Loudig. Chaque fois, je lui disais, mais il a l'air bien, j'aime bien ce qu'il dégage et tout ça. Voilà. Et finalement, j'ai voulu le rencontrer, mais je ne savais pas du tout qu'il était connu. C'est mon fils qui m'a dit, waouh, tu tournes avec Grégoire Loudig. C'est la personne la plus connue sur le plateau. Ouais. Et voilà. Et alors, je vous fais une confidence. Parce que vous avez été très aimable, vous êtes très, très, très gentil de m'accueillir, mais je n'ai jamais vu quelqu'un encore de plus gentil. Voilà, c'est quelqu'un qui a une gentillesse, mais qui a un domaine. Voilà, j'avais tourné avec Dupieux, non? Avec Quentin Dupieux. Oui. Alors je l'avais vu, mais je ne savais pas qu'il faisait. Et donc voilà, non, ça a été très 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 simple. Voilà. Et c'était très important pour moi aussi, parce qu'il est dans une situation, on va dire pour le spectateur, un peu difficile, parce qu'on pourrait très vite mal le juger. Il trompe sa compagne et tout ça, voilà. Et j'avais envie que ça soit incarné par quelqu'un avec qui on comprenne les raisons et qu'on comprenne que c'est pas un sale type, quoi. C'est quelqu'un qui est pris dans une situation, enfin voilà, et voilà. On sent les actrices et les acteurs dans ton cinéma, dans tous tes films depuis le début. Enfin, les gens sont heureux d'être là.
ils sont tous très bons, quoi. C'est vrai qu'on parlait de India Air. India Air, on la voit depuis des années dans plein de films, elle a des seconds rôles, à chaque fois elle est bien, mais là tu lui donnes une partition totalement différente, parce qu'elle est toujours un peu comique, hein, dans les films, elle a toujours un registre un peu comique. C'est pour ça que je l'avais rencontrée. Voilà, et tout ça. Et puis donc, oui, comme je vous avais dit la dernière fois quand vous étiez venu, vous devriez être remboursé par la sécurité sociale. Parce que je trouve que vous faites un bien fou. Voilà. Bon, peut-être si vous apportez votre carte vitale, vous faites le tiers payant ou quoi? Non, pour revenir au format, je trouve que ça fait aussi une belle place à la décoration. Et ça amène de la couleur, ça amène aussi une personnalité à l'image. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui vient compléter aussi le tableau. Enfin, c'est une succession de tableaux que vous faites. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est votre humour qui vient nous cueillir comme je sais pas, comme une cerise au mois de juin, quoi. Enfin, je veux dire, pouf, ça tombe. Oh, ça fait un bien fou. Vraiment, vraiment, vraiment merci. Et est-ce qu'un jour vous feriez un film humoristique? Il me semble. Il y en a eu humoristique. J'ai fait des films à gag, des films avec Fais-moi plaisir, Changement d'adresse, c'est des films vraiment des comédies, mais je suis de moins en moins drôle. Mais oui, on verra. Moi j'adore. Il y avait Frédéric Bell, donc oui, il y avait film qui était génial et donc très drôle. Voilà. Mais je me dis jamais que je vais faire un film pour rire ou un film pour pleurer. Et c'est pour ça que, pour en revenir à la première question, en partant de cette histoire, je la trouvais peut-être un peu trop dramatique et je voulais quelque part, parce que c'est de la pudeur et tout ça, aussi qu'on puisse un peu sourire dans le film. Donc, voilà. Mais je ne me dis pas que je vais faire un film pour rire. Voilà. C'est peut-être les situations qui m'intéressent avant tout. Et peut-être un jour, je ne sais pas, on verra. On en reparle. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais parce que nous, on est tous ici à regarder, à découvrir tes films depuis des années. Et tu es en train de construire totalement enfin, on dit construire une œuvre, oui, enfin, il y a ce mot-là, parce qu'il y a une vraie continuité dans l'élaboration de ton écriture, de ton travail. Après, c'est vrai qu'il y a une progression, parce qu'on ne fait pas les mêmes films qu'on peut faire il y a 20 ans, qu'on peut faire, voilà, il y a une évolution sur sa propre évolution de vie et d'écriture et tout ça. Et tu es vraiment en train de construire une œuvre à part entière qui font penser à tous les grands cinéastes, en tous les cas, dans ce cinéma qui est quand même français, de la parole, tout ça. Enfin, on pense à Truffaut, on pense à Rohmer, on pense à tous ces gens-là. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir du cinéma aussi littéraire et en même temps vraiment aussi bien filmé. Bon, je ne pense pas faire du cinéma littéraire, mais là ça me met vraiment la pression. Mais non, mais franchement, je vais arriver à continuer là. Vraiment. Pour Rouen. Trop de pression. Hervé. Bon, en tout cas, on remercie Emmanuel et on remercie Pyramide Distribution, qui est notre partenaire très grand distributeur.